Bonjour tout le monde. Eh bien voici, aujourd'hui j'ai envie de changer un petit peu, de faire une petite entracte et de vous parler un petit peu de Mademoiselle Lenormand parce qu'apparemment beaucoup de monde savent qui elle est, mais personne ne connaît pratiquement son histoire, donc il y a beaucoup d'histoires autour d'elle. Donc moi j'ai choisi pour moi celle qui m'est le plus, celle à laquelle je crois le plus. Bien évidemment, je la connais pas par cœur, donc évidemment, j'ai mes petites notes. Je connais l'histoire, mais je ne saurais pas vous la raconter comme ça par cœur. Donc voilà. Alors, je voulais vous montrer, j'ai deux tableaux avec Mademoiselle Adélaïde Lenormand. Donc voici une photo. Je ne sais pas si vous la voyez. Oups. Voilà. Une photo où elle donne ses jeux, elle fait un jeu à une dame. Et j'ai une autre où elle donne aussi, elle fait aussi un tirage à une autre dame. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu son visage. Vous voyez un peu à quoi elle ressemble, dans quoi elle vivait, où elle vivait. Voilà. Donc moi, je vais un petit peu vous parler de, de sa vie, d'où elle habitait, etc. Et ne vous étonnez pas du décor, j'ai un petit peu changé de décor parce que comme j'ai des gros problèmes de dos, ben, je ne sais pas m'asseoir comme je veux, où je veux. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous lire un petit peu son histoire et j'espère que ça vous plaira, que ça vous distraira et comme ça tout le monde en saura un peu plus. Donc voilà, Mademoiselle Lenormand, 5 rue de Tournon. Donc c'est la rue où elle a fini sa vie. Cette petite rue parisienne pleine de charme, s'élevant avec grâce de la rue de Seine jusqu'au palais du Luxembourg, abrite une vieille demeure mystérieuse qui hébergea tour à tour, au cours de sa longue histoire, quelques personnages pittoresques. Le célèbre mage Cagliostro, mêlé à toutes les intrigues de la cour, y trouva à plusieurs reprises un discret refuge. Au cours des années 1780, durant lesquelles on le soupçonna d'être mêlé à la sordide affaire du collier de la reine. On dit que ce fut là, dans les souterrains qui reliaient le ci-devant hôtel Concini, devenu maréchal d'Ancre, au palais du Luxembourg et à celui des presses de Condé, que le mage rencontra le comte de Saint-Germain et Franz Anton Mesmer, avec qui il noua une mystérieuse et secrète alliance occulte. Le journaliste Jacques Hébert, l'un des personnages les plus sinistres de la Révolution, qui dirigea le redoutable Père Duchesne, y résida jusqu'en 1792. Puis, de 1797 jusqu'en 1840, ce fut au tour de la célèbre extra-lucide Marie-Anne Adélaïde Lenormand de s'occuper du rez-de-chaussée, après avoir quelque temps habité au numéro 9 de la même rue. Jacques Yonnet précise qu'elle ne choisit pas cette demeure au hasard. Ce fut la découverte à l'aide d'un pendule d'un passage secret reliant la cave du numéro 5 de la rue de Tournon au fantastique réseau de galeries souterraines des anciennes carrières, permettant d'échapper en ces temps troublés aux dangers révolutionnaires et aux recherches de la police, qu'il décida à s'installer dans cet immeuble. Donc Marianne Adélaïde Lenormand. Il faut que je vous dise juste une chose, c'est que Marianne Adélaïde avait reçu le même prénom que sa sœur, c'est une sœur aînée qui était morte quelques heures après sa naissance, le 16 septembre 1768, à Alençon. Il se peut qu'elle ait été influencée par une vieille superstition, voulant que l'âme d'un bébé mort passe dans l'enfant recevant le même nom que l'enfant mort. Petite parenthèse, voilà. Donc l'histoire de Mademoiselle Lenormand, fille d'un drapier d'Alençon, est étonnante à plus d'un titre. Née en 1772, elle entra toute gamine à l'abbaye royale des Dames bénédictines de sa ville natale, où elle se fit remarquer dès le plus jeune âge par une ardente imagination et un curieux talent de prophétesse. Âgée de 7 ans, elle disait déjà la bonne aventure aux sœurs.
Et lorsque l'abbesse du couvent fut destituée, la petite Marianne annonça que ce serait une dame de Livardie que l'on nommerait à sa place. Cette prédiction fut bientôt confirmée par une nomination que le roi entérina. Vers 1787, placée en ville comme apprentie couturière, l'adolescente commença à tirer les cartes autour d'elle et s'attira une gentille renommée. Ne tenant pas en place, consciente de son charme et de son talent, l'adolescente monta sur Paris où elle arriva à la fin des années 80. Elle se plaça comme vendeuse dans un magasin de frivolité de la rue Honoré-Chevalier. Reprit ses prédictions et ses tours de cartes. Remarquée par Amerval de la Sauceotte, un bel aristocrate amateur de frais minois, la jeune fille s'empressa de se mettre sous sa protection. Elle demeura quelque temps auprès de lui et pour faire taire les médisances, elle occupa officiellement la fonction de lectrice. Pendant la Terreur. Mais en 1793, en pleine terreur, les sans-culottes vinrent arrêter son protecteur pour le guillotiner. Marianne s'enfuit échappant de justesse à la rafle, trouva refuge dans un garni proche du palais royal, où elle rencontra dame Gilbert, une habile tireuse de cartes, accoquinée à un certain Flamermont, un garçon boulanger qui n'avait pas froid aux yeux. À eux trois, ils associèrent leurs talents. Déguisée en pythonisse, tour à tour italienne, bohémienne ou gitane, la jolie Marianne disait l'avenir. La Gilbert tirait les cartes, cependant que Flamermont allait distribuer des prospectus et faire de la réclame auprès des commerçants du quartier. En quelques mois, mademoiselle Lenormand apprit toutes les ficelles du métier, et se sentant plus douée que ses compagnons, elle reprend sa liberté et s'installe à son compte. Ouvrant un cabinet d'écrivains publics pour servir de couverture à ses activités en marge. D'abord locataire au 9 de la rue de Tournon, puis au 5, elle y résida durant près d'un demi-siècle, accueillant une clientèle nombreuse. En quelques années, Marianne attira là tout ce qui comptait dans la capitale, à commencer par le gratin révolutionnaire, et la classe de nouveaux riches qui se formait autour du naissant pouvoir. Elle reçut j'y arriverai. Elle reçut le peintre David Robespierre, Saint-Just, Marat, Tallien, Talma, Garat et bien d'autres, ainsi que leurs égéries ou leurs compagnes. Confidente de Joséphine. Mais sa vraie fortune débuta lorsqu'elle s'attacha à la ravissante Joséphine tachée de la pagerie, comtesse de Beauharnais, qui ne pouvait bientôt plus se passer d'elle et la consultait à tout propos. Très habile d'une rouerie consommée, usant à merveille de son instinct de devineresse, sans négliger les armes de la séduction ou de la galanterie, mademoiselle Lenormand sut profiter de toutes les confidences glanées sur l'oreiller et devant son guéridon. La naïveté et la crédulité de ses célèbres consultants lui permirent aisément d'en déduire d'autres et de convaincre de nouvelles pratiques de ses dons de clairvoyance. Surdouée et cultivée, elle joua sur tous les registres, usant de toutes les techniques de la divination, inventant au besoin de nouvelles mansilles. Elle assimila les méthodes du sieur Aliette, étudia les anciens grimoires, fréquenta la Bontemps, et mademoiselle de Crusols, maniant les cartes avec adresse, lisant dans les lignes de la main ou le marc de café, jetant les aiguilles, consultant le plomb fondu, le vif argent, les blancs d'œufs jetés dans l'eau claire, les miroirs brisés, le cristal de roche ou les cendres soufflées. Le cabinet de consultation. L'entrée de son appartement donnait sur la cour de l'immeuble, et l'on y accédait par un perron de 3 marches. Après l'antichambre, on découvrait un salon orné de colonnades de stuc avec 4 bustes représentant Jupiter, Saturne, Mars et Mercure. Il était décoré d'un grand nombre de gravures et de tableaux, parmi lesquels les adieux de Louis XVI à sa famille, ainsi qu'un portrait en pied de la Sibylle peint par David. C'est dans ce salon que les consultants attendaient leur tour avant d'être introduits par ordre de préséance dans la chambre à coucher de la voyante. D'une pièce voisine, séparée du salon par une glace sans teint, une confidente de mademoiselle Lenormand observait et écoutait les bavardages, lui rapportant
tous les petits potins qui pouvaient aider ses dons de voyance. Ce salon, où régnait une sorte de désordre artistique assez remarquable, avec des vases en porcelaine de grand prix côtoyant d'exquis bibelots offerts par ses riches clientes, voyait défiler tour à tour hommes politiques, banquiers, duchesses, femmes du monde ou du demi-monde, actrices en vogue, disposées à payer très cher les paroles sibyllines qu'elle distillait avec parcimonie. Oracle du tout Paris. Mais elle travaillait pour toutes les bourses, disant la bonne aventure à de simples domestiques, valets, femmes de chambre, habilleuses, midinettes ou cousettes qui payaient 20 sous ses oracles de 4 sous et lui procuraient en échange cet honneur insigne des tuyaux inestimables sur les grands de ce monde au service desquels il se trouvait. Assise dans un vaste fauteuil, devant un guéridon chargé de jeux de cartes et de lames de tarot, les mains couvertes de bagues, la tête coiffée d'une sorte de turban oriental, la pythonisse rendait ses oracles au tout Paris de l'époque. Un témoin fidèle, l'académicien Étienne de Jouy, nous rapporte dans une description colorée le cérémonial des visites au cabinet de la rue de Tournon. 20 équipages, plus brillants les uns que les autres, stationnaient dans la rue, faisant sa renommée. On était reçu par un valet de pied à qui l'on donnait son nom. Comme il y avait beaucoup de monde, ce n'était généralement qu'à la 2e ou à la 3e visite qu'on obtenait séance. Pendant ce temps, mademoiselle Lenormand avait le loisir de prendre quelques renseignements. Et de mauvaise langue chuchotait que sa police valait celle de M. Fouché. Isidore Joséphin de la Porte, auteur des curieux mémoires d'un valet de chambre fripon, sous le manteau de Hollande, en Hollande, vers 1810, avoue avoir été à la fois au service de Joséphine de Beauharnais et de mademoiselle Lenormand, émargeant à leurs 2 bourses, racontant à la seconde les faits et gestes observés dans l'entourage de la première, narrant par le menu les disputes, incidents ou potins survenus et entendus dans les coulisses de ses maîtres. Un réseau d'espionnage. Il nous parle aussi des amants de la grande demoiselle, de ses relations privilégiées avec Fouché, Talleyrand, à qui elle fournissait des demoiselles de bouche. Il nous dévoile son astucieux système de renseignement qui tissait un véritable réseau d'espions à travers la capitale, concierges, valets, danseuses, laquais, courtisanes, cochers et grisettes, habilement soudoyés, lui faisaient parvenir au jour le jour des rapports confidentiels venant étayer et conforter ses voyances. Mademoiselle Lenormand était certainement, avec Fouché, la personne la mieux informée de Paris. Un rapport de police datant du 6 Vendémiaire en 13 nous dit que mademoiselle Lenormand, se disant cousine de Charlotte Corday, habitant rue de Tournon, tenant un bureau d'écrivain public pour couvrir ses manœuvres, fait métier de trieuse de cartes. Les imbéciles de première classe vont la consulter en voiture. Les femmes, surtout, y affluent. J'ai entendu faire des plaintes en escroquerie à son sujet. On assure que la femme du premier capitaine de la gendarmerie d'élite y a été faite de plus de 4000 francs depuis 18 mois. Cette femme faisait tellement de dettes à l'insu de son mari qu'elle est morte de chagrin en 4 jours. On a porté plainte au général Savary. Robespierre, Marat, Saint-Just. Dans ses mémoires, qui ne comportent pas moins de 3 volumes, mademoiselle Lenormand rapporte elle aussi quelques piquantes anecdotes sur tous ces grands hommes qui terrorisaient la France et venaient humbles et tremblants entendre les sentences prophétiques qu'elle leur distillait au compte-gouttes devant son guéridon. Du terrible Robespierre, elle dit par exemple « J'ai vu de bien près le farouche Maximilien et j'ai pu le juger livré à lui-même. » C'était un homme sans caractère, superstitieux à l'excès. Il se croyait envoyé par le ciel pour coopérer à une entière régénération de la société. Je l'ai vu en me consultant fermer les yeux pour toucher les cartes, frissonner même à la vue du 9 de pique. J'ai fait trembler ce monstre, mais peu soit fallu que je ne devinsse sa victime. En effet, elle fut emprisonnée par lui durant quelques jours. Selon ses dires, elle avait prédit à Marat, Robespierre et Saint-Just qu'il mourrait de mort violente. Mais l'abbé Migne, qui semble bien informé, prétend que tous ces écrits ne sont qu'affabulations, et écrits après coup pour les besoins de la cause. Ce qui reste établi,
c'est qu'elle reçut à son cabinet tous les grands révolutionnaires qu'elle conseilla Fouché, Barras, Madame de Staël, Talleyrand et Talma, que Joséphine et Napoléon Bonaparte la consultèrent à plusieurs reprises. Joséphine de Beauharnais. La duchesse d'Abrantès, dans ses mémoires, le confirme. On connaît le goût, ou plutôt la passion insensée de Joséphine pour les tireuses de cartes. Napoléon s'en est d'abord amusé, puis moqué, et enfin il avait compris que rien n'était plus en opposition avec la majesté que ces petitesses d'esprit et de jugement des êtres si bas et si vils que vous rougissez de les admettre dans votre salon, même pour n'y faire que leur métier. Mais Joséphine, tout en promettant de ne plus faire venir mademoiselle Lenormand, l'admettait toujours chez elle, dans son intimité, et la comblait de présents. La voyante affirmait dans l'intimité. Napoléon ne se moquait pas du tout des arts divinatoires. Il lui arrivait même de pratiquer l'astrologie de salon ou la chiromancie. Regardant un jour la main de Talleyrand, Napoléon se serait exclamé le plus sérieusement du monde. Mon génie, étonné, tremble devant le sien. Il est vrai que cette phrase fut si souvent attribuée à de grands personnages qu'il y a de fortes chances qu'elle soit apocryphe. La devineresse poursuit. La veille d'une bataille, il cherchait à découvrir la marche des planètes dans le ciel. Nouveau Mahomet, il prétendait y lire l'issue des combats. Napoléon. Un de nos correspondants, voir nos témoignages sur les porte-bonheur, nous rapporte que Napoléon, très superstitieux, se méfiait du chiffre 13 comme de la peste. On prétend qu'il retarda son coup d'État prévu pour le 17 Brumaire quand il se rendit compte que ce jour coïncidait avec un vendredi 13 dans le calendrier géorgien, dans le calendrier grégorien. À ceux qui ironisaient devant lui de cette pusillanimité superstitieuse, il rétorquait « Je n'aime pas les esprits forts, il n'y a que les sots qui défient l'inconnu. » Dans une lettre, Las Casas affirme que Napoléon aurait rendu un hommage tardif à la perspicacité de la voyante. Je n'y arriverai pas, je ne terminerai pas. Je ne terminerai pas tout. Non. Je recommence. Dans une lettre, Las Casas affirme que Napoléon aurait rendu un hommage tardif à la perspicacité de la voyante en lui confiant que « Elle m'a fait le dessin de cette île sur la boiserie d'un appartement qui doit encore exister à Paris, rue de Tournon. Elle m'a décrit Longwood et montré Hudson Lowe. Je savais tout cela étant encore au fait de la puissance, mais je n'y attachais nullement foi. » La complicité de Fouché et mademoiselle Lenormand. Fouché comprit très tôt l'intérêt qu'il pouvait tirer des rapports intimes qu'il entretenait avec mademoiselle Lenormand. Aussi exerça-t-il un chantage permanent sur l'extra-lucide, grâce à qui il apprit beaucoup plus de secrets sur ses administrés que des rapports de ses limiers. Certains documents tendraient même à prouver que la voyante et le ministre étaient de mèche, voire complices, dans de nombreuses petites intrigues ourdies dans l'ombre. Connaissant l'influence de la voyante sur Joséphine, Fouché lui aurait dicté plusieurs soi-disant secrets que l'impératrice se chargea innocemment de souffler à l'oreille de son auguste époux. Mademoiselle Lenormand ne se vantera jamais de cela dans les nombreux ouvrages qu'elle écrira. Même dans ses fameux mémoires historiques et secrets de l'impératrice Joséphine, parus en 1827, où elle nous dévoile les mystères de la main de l'empereur et de l'impératrice, elle ne parlera guère de ses relations intimes avec le ministre de la police. Procès et prison. Malgré toutes ces hautes protections, elle connut la prison à plusieurs reprises. D'abord sous Robespierre, puis fin 1803, lorsqu'elle fut accusée d'avoir prédit une conspiration. De la prison des Madelonnettes, où elle fut incarcérée, elle adressa au préfet de police, le 1er de l'an 1804, un petit quatrain qu'elle voulut prophétique, et eut pour effet sa libération immédiate. Si le préfet voulait, dans ce moment, par un bienfait commencer cette année, donner congé de mon appartement, je lui prédis d'heureuses destinées. En 1809, quelques jours avant la séparation des époux impériaux, mademoiselle Lenormand rencontra secrètement Joséphine, malgré l'interdiction de l'empereur, qui redoutait l'influence de l'extra-lucide. Il la fit arrêter et emprisonner, et
et donna l'ordre de ne la relâcher qu'après le divorce. Le récit de cette arrestation est resté dans les annales. Le 11 décembre 1809, le commissaire, accompagné de 4 agents de police, perquisitionna rue de Tournon. Il emporta les jeux de cartes, les tarots, les baguettes, les cartons, les dossiers et les fiches des clients. Arrivé à la préfecture de police, ce fut le préfet en personne qui interrogea la suspecte. Mademoiselle, vous qui prétendez prédire l'avenir, vous auriez bien pu prévoir ce qui vous arrive ce matin. Je le savais, monsieur le préfet. Mon horoscope se trouve dans l'un des cartons que vous avez saisis chez moi. Vous pouvez vous en assurer. Le préfet fit chercher le carton en question, brisa les scellés et lut l'horoscope. L'arrestation était effectivement décrite sans aucune ambiguïté. Il est vrai que cette version donnée par mademoiselle Lenormand dans ses mémoires, plus de 15 ans après l'événement, ne fut confirmée par aucun témoin. 100 jours et la Restauration. Sous les 100 jours et la Restauration, le succès de la voyante ne se démentit pas. Le retour des immigrés développa encore sa clientèle. La vieille noblesse royaliste, rescapée du naufrage, accourut rue de Tournon où elle remplaça celle de l'Empire. Talleyrand et Fouché, ayant une fois encore tourné leur veste, puisèrent dans ces fichiers de nombreux petits secrets d'alcôve pouvant les aider à gouverner. Avec la Restauration, la devineresse étendit son empire, parcourut toute l'Europe, non sans connaître ici et là les démêlés avec la justice. En 1818, elle fut arrêtée en Belgique, sous la prévention d'escroquerie. Elle s'en tira à son honneur avec une modeste amende de 15 francs. Pour exercice de métier de devin et renommée intacte. En 1921, à Louvain, on l'arrêta à nouveau pour être en possession d'une loupe magique, d'une flèche des abats et d'autres talismans de sorcières. L'accusation précisa en outre que la susdite demoiselle avait des entretiens particuliers avec un génie nommé Ariel. La cour, croyant faire bonne justice, en réprimant ses pratiques de magie, condamna la prévenue à 1 an d'emprisonnement, un rude jugement qui fut heureusement cassé en appel par la Cour suprême de Bruxelles. La plus grande voyante de tous les temps. Elle reprit alors ses activités avec un égal succès dans toutes les villes où elle exerça son art, saluée comme la plus grande voyante de tous les temps. On la retrouve à Vienne, Genève, Saint-Pétersbourg, Venise. Mademoiselle Lenormand, très sûre d'elle, prédit qu'elle vivrait 124 ans et qu'elle mourrait en l'an de grâce 1896 à l'âge de 124 ans. Mais le ciel ne tint pas compte de sa prédiction. Elle s'éteignit en toute simplicité en 1843, à 71 ans, confite en dévotion, ayant abjuré ses pratiques magiques et reconnu, l'abbé Migne dixit, la vanité dans ses travaux. Elle laissait derrière elle une œuvre importante qui comprend, outre les œuvres déjà mentionnées, l'oracle sibyllin, les souvenirs prophétiques d'une sibylle, l'ange protecteur de la France au tombeau de Louis XVIII, le petit homme rouge au château des Tuileries, etc. Un neveu, officier à l'armée d'Afrique, hérita des biens estimés au total à près d'1 million de francs. Sous le Second Empire, une prophétesse et grande prêtresse de la franc-maçonnerie succéda à mademoiselle Lenormand dans cette maison de la rue de Tournon, où mourut en 1888 le doux poète Charles Cros, inventeur du phonographe. Voilà, vous savez un peu plus sur l'histoire de mademoiselle Lenormand. Maintenant, on en tire un petit peu les conclusions que l'on veut, on retient ce qu'on a envie de retenir, on bannit ce qu'on a envie de bannir. Et puis, de toute façon, nous, en tout cas moi, je ne vois qu'une chose. Je ne vois que le fait que ces cartes sont une science exacte, que chaque fois qu'on fait un tirage, il s'avère exact, pratiquement chaque fois. Et que moi, j'ai toute confiance en elle. J'ai toute confiance au fait que ce fut une grande personne, une grande femme, une voyante, quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai vraiment envie de ne garder que le meilleur de ce que j'ai lu et de croire vraiment en son pouvoir.
Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer l'association des cartes. L'association des cartes Lenormand. Je les continuerai avec un autre jeu qui est le même que celui que j'utilisais, mais qui sera celui avec lequel je pratique un peu plus, qui est donc un peu plus vieux, parce que celui-ci, c'est un qui est intact et que je garde pour un autre jeu de Mademoiselle Lenormand, qui ne me sert qu'à ça. Et voilà. Donc, je vous expliquerai aussi ce jeu-là. Et voilà. Ben voilà. Et alors, sinon, moi, je vous ai déjà dit, j'utilise ce jeu-ci. Donc ça, c'est un des jeux qu'on a retrouvé chez elle. Mais je vous montrerai les jeux de Mademoiselle Lenormand que j'ai. J'en ai pas des masses, mais j'en ai quelques-uns. Donc, moi, je trouve celui-ci super joli. Et d'actu. Enfin, il est vraiment d'époque, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Il y a la carte de cartomancie. Il y a le symbole. Il y a le numéro de la carte. Mais par contre, ben, il y a chaque fois, comme c'était un jeu à la base, et bien dans l'autre coin là, ça sont des glands, je crois. Il y a des grelots, des glands, des grelots, des feuilles, des cœurs. Donc il y a vraiment, donc je ne tiens compte que de la carte de cartomancie, donc ce côté-là je n'y tiens pas compte parce que ça faisait partie du jeu pour jouer, c'est le jeu pour jouer à l'époque. Donc moi j'en ai pas besoin. Mais bon, rien qu'avec la carte de cartomancie pour certaines révélations et l'image, l'illustration, eh bien j'en ai assez pour faire le grand jeu, le grand tableau. Moi j'adore ce jeu. J'adore vraiment. Parce que c'est vraiment un jeu qu'on a retrouvé chez elle apparemment donc quand elle est décédée et dont on a fait des copies à l'époque. Et je sais pas. Je sais pas si c'est le jeu qu'elle utilisait vraiment ou est-ce que c'était vraiment le jeu de piquet, je ne sais pas. Moi j'aime celui-là. Mais pendant des années, j'ai vraiment utilisé celui-ci. Donc celui-ci, oulala, il a vraiment très 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 longtemps que je l'utilise. Et il est toujours avec moi aussi. Ces deux jeux-là sont toujours avec moi. Et bien voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne... je ne sais pas quand vous me regardez. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et voilà. Salut, salut!